Eh ben, au nom des membres de l'association Montagne en Page qui organise cette 36e édition du Salon international du livre de montagne de Passy, je vous souhaite la bienvenue pour venir rejoindre nos invités de ce matin qui vont nous emmener sur une terre privée de soleil, sur une terre sinistre et froide, une terre oubliée, une terre qui a longtemps été inexploitée et sur laquelle se dresse une montagne mythique et impressionnante, en tout cas le Fitzroy. Et nous allons pouvoir visualiser deux films sur la face nord d'une part, la face sud d'autre part, ce qui nous permettra de voir l'évolution des pratiques et des techniques de l'alpinisme. Et pour cela, nous avons monté cette table ronde à la suite de l'apparition du livre de Jean Favre, La face nord du Fitzroy, qui est le récit d'une expédition faite avec Jean Afanassieff en 1979 et avec d'autres alpinistes aussi. Et puis, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui David Hautement, qui est un cinéaste bien connu de TV Mountain et qui a réalisé l'un des films que l'on va voir tout à l'heure sur la face sud, qui est la voie terrestre Magnum de ce Fitzroy. Et puis Bernard Haby, qui est bien connu du Salon, puisqu'il a été l'un des premiers présidents d'honneur du Salon en 1991. Et il a participé aussi à de nombreuses expéditions, et notamment à de nombreuses expéditions en Patagonie. Et par conséquent, je pense que peut-être je vais d'abord passer la parole à Jean Favre qui va nous dire dans quel état d'esprit cette corvée mythique s'est composée en 1979 pour aller à réaliser l'une des premières ascensions de cette montagne impressionnante. Oui, alors ça, on fera peut-être après la projection du film. On va d'abord projeter le film sur la face nord, qui a été film qui a été tourné en 1979. Et puis ensuite, on projettera le film sur la face sud, le film qui a été tourné par David Hautement. Et ce film la face sud a été lui tourné en 2002, où les conditions météo étaient plus les mêmes. Enfin, on en parlera, bien sûr. Donc ces deux films, face nord, face sud, en sachant que, contrairement à ce qu'on pense, les faces nord là-bas c'est des faces sud, et les faces sud c'est les faces nord, parce qu'on est dans l'hémisphère sud. C'est-à-dire que le soleil, remarquez le soleil, ça n'a pas grand intérêt là-bas, parce que comme il fait toujours mauvais, peu importe qu'on soit en face nord ou en face sud. Mais bon, le fait de dire face nord, ça fait bien quand même, donc j'ai mis face nord, alors que notre première, c'était en principe la première de la face ensoleillée. Voilà. Donc, pourquoi, alors très rapidement, pourquoi le Fitzroy? Eh bien, parce que le Fitzroy, alors, on a endossé que c'était une montagne française, ce n'est pas du tout par nationalisme ou quoi que ce soit. Mais bon, il y a des montagnes où les Français ont été un peu plus présents, notamment, par exemple, le Makalu, ou Terré et Jean Cougy, qui ont fait, il y en a Terré et Jean Cougy qui ont fait la première ascension des Makalu. Après la première ascension de l'arête ouest du Makalu, c'était Yannick Seigneur et Bernard Mollet. Et puis après, la première solitaire a été faite aussi par un Français. Bon, son nom m'échappe, mais il est bien connu aussi. Donc en fait, bon, les Français ont été très présents au Makalu. Je dirais pas. Bon, l'Annapurna, on a fait la Français, on fait la première, mais malgré tout, l'empreinte des Français sur l'Annapurna n'est pas aussi importante que sur le Makalu. Et donc le Fitzroy, là aussi, malgré tout, une empreinte française très importante, puisque la première a été faite, comme tout le monde sait, par Guido Magnon et Lionel Terré. Je cite Guido Magnon parce que je crois que c'est quand même lui qui était passé plus tôt en tête lors de la première du Fitzroy, je le cite en premier. Et puis, ensuite, Jean Afanassieff avait fait la deuxième ascension et la troisième ascension du Fitzroy, la quatrième. La quatrième ascension du Fitzroy quand il avait répété le super couloir. Et puis ensuite, nous, on a fait la sixième ascension du Fitzroy en 1979, la première de la face nord du Fitzroy. Voilà, donc c'était pour... Alors, pourquoi montagne française aussi? Parce que le Fitzroy est entouré... Alors, il s'appelle Fitzroy, c'est un capitaine anglais, certes, de navigation
bien connu, mais tous les sommets satellites du Fitzroy, c'est des noms français. Alors, c'est des noms d'aviateurs français, l'aiguille Saint-Exupéry, Mermoz, et puis il y a l'aiguille Poincenot, dont on pourra parler tout à l'heure, et Guillaumet aussi. Donc, voilà, donc il y a quand même quelque chose de très français dans ce coin perdu de Patagonie. Bon, voilà, donc bon, c'était l'occasion aussi, je veux dire, ce film, de revenir sur un personnage là, qui a quand même marqué la montagne, que certains dénomment le Gainsbourg de la montagne, qui était mon beau-frère, qui était Jean Afanassieff, et bon, malgré tous ses défauts, qui a été quand même l'alpiniste le plus exceptionnel du début, enfin des années 70. Voilà. Voilà, bah écoute, merci Jean-Fab pour ce préambule. Et je pense qu'on peut peut-être commencer par la diffusion du film de Solis. On peut rappeler peut-être les membres de l'expédition de 1979 après. Oui, certainement. C'est lui qui a fait la première ascension du Makalu, l'arête ouest, c'est Marc Bata, une ascension solitaire. Voilà. Voilà, donc on va passer le premier film, le film de l'expédition de 79 sur la face nord. La face nord du Fitzroy, la voie Afanassieff. Ici Campbell, bravo Jean, bravo. Comment vas-tu au sommet, comment vas-tu? Fantastique. On a enlevé les manques. Bref, le pied, ça pas du monde. Bravo. On s'en souvient. Le 15 octobre 1978, Jean Afanassieff est l'un des 3 Français, avec Pierre Mazot et Nicolas Gégère, à atteindre le sommet de l'Everest. Oui, c'est le pied, comme il le disait en ce moment privilégié. Le lendemain, il ajoute à cette ascension le record d'altitude de descente à ski, de 8200 à 5700 mètres. Ce supplément, accompli en compagnie de Nicolas Gégère, n'est pas une fin, mais un moyen de recommencer. Ailleurs, autrement. D'autres tentatives s'imposent, d'autres montagnes se dressent, d'autres aventures. Un an plus tard, il repart. Cette fois pour l'Amérique du Sud, en un lieu mythique et perdu, la Patagonie. C'est cette nouvelle expédition, très différente, que nous allons suivre. Jusqu'en haut de cette tour de granit de 3400 mètres, le Fitzroy. Le Fitzroy, j'en connais déjà. En 1976, il est monté au sommet en répercouloir avec Guy Habert, qui fait partie cette fois encore de l'équipe, et Patrice Baudin, se promettant de revenir pour gravir la face nord, dernière phase Liège. Situé à 500 km au nord du Cap Horn, à la frontière du Chili et de l'Argentine, le Fitzroy constitue une barrière privilégiée contre laquelle des tempêtes incessantes viennent déferler. Pour commencer, l'expédition fait 500 km de piste. La Patagonie est un pays de steppes désolées qui s'étendent sur 1 million de kilomètres carrés. C'est en termes de marine qu'il est préférable de s'exprimer pour mieux donner et rendre l'atmosphère des fameux 40e rugissants. Ce sont désormais les chevaux qui vont acheminer le matériel et les vivres prévus pour 2 mois. Les 5 membres de l'expédition, quant à eux, effectueront la marche d'approche à pied.
décembre. C'est le départ en deux groupes par deux itinéraires vers le camp de base. Patagonie, les rivières sont souvent des obstacles infranchibles. Ici, seuls les chevaux peuvent traverser ce rio, le rio de las Vueltas. Important que les membres de l'expédition auront à traverser. Ils ont de la chance. Les brusques variations de température peuvent faire monter l'eau d'1 à 2 mètres en quelques heures. C'est là qu'en 1952, un des compagnons de Lionel Terray, Jacques Poinceau, se noya. En hommage, un des sommets satellites du Fitzroy porte son nom. Après cette marche, les deux groupes, hommes et chevaux, vont se retrouver au camp de base. À la limite des zones boisées, à 5 km du Hielo continental, immense calotte glaciaire, cet énorme rocher, la Piedra del Fraile, la pierre du moine, protège l'emplacement du camp de base des vents violents qui s'engouffrent en permanence dans cette vallée du Rio Electrico. En 1976, Jean Afanassieff et Guy Habert restèrent là durant 2 mois. Cette cabane, construite par les différentes expéditions qui se sont succédées dans la région, a été améliorée au fur et à mesure. C'est grâce à cet environnement que les alpinistes pourront attendre le moment propice pour effectuer les premières reconnaissances et premiers portages. Guy Habert, 30 ans, guide de haute montagne. Jean Afanassieff, 26 ans, guide de haute montagne. Jean Fabre, 30 ans, avocat et guide de haute montagne. Michel Afanassieff, 35 ans, guide de haute montagne. Et derrière la caméra, Gilles Souris,
27 ans, cinéaste. Au cours d'une éclaircie, ils aperçoivent le sommet glacé du Fitzroy. C'est le moment, car la montagne est presque toujours masquée par des nuages. D'ailleurs, les Indiens de la Pampa l'avaient surnommé El Chaltén, le volcan. Plusieurs portages seront nécessaires afin d'installer le camp avancé et de commencer l'équipement de la paroi. Chaque jour compte, car il leur faut être prêts pour en profiter dès que le temps le permettra. Le camp avancé est monté à l'aide de tentes à armature métallique, les sols à pouvoir résister à des vents très violents. Elles seront, de plus, lestées avec des pierres et ceinturées avec des cordes. « 13 décembre, c'est leur première nuit au pied de la face. Demain, ils commenceront à équiper la paroi. Pour cette première partie de l'ascension, ils devront s'y reprendre à plusieurs fois. Toujours ce microclimat qui bouleverse tous les éléments et modifie toutes les données. Mais, pour ne pas perdre le bénéfice de leur tentative, ils laissent donc des cordes fixes sur 400 mètres, utilisables pour l'ascension finale.
se fait de plus en plus mauvais. Cependant, ils ont décidé de grimper le plus haut possible. Chaque mètre gagné compte, même s'ils doivent redescendre. Une fois de plus, ils renoncent et rejoignent le temps avancé. Au camp, c'est la surprise. Les tentes ont été endommagées en frottant contre le rocher supposé leur assurer une protection. À l'intérieur, tout est trempé. Le 24 décembre, la face nord du Fitzroy leur apparaît dans toute sa complexité. 1700 mètres de rochers formant des ressauts verticaux précédant les derniers 100 mètres de névé qui permettent d'accéder au sommet. À ce stade de l'expédition, ayant fixé les 300 mètres de corde qu'ils avaient avec eux, ils n'ont plus qu'une alternative. Soit attendre une hypothétique période de beau temps, sans vent, soit tenter l'ascension directement jusqu'au sommet. Ils ont choisi, ils repartent. Rapidement, ils rejoignent le plus haut point atteint lors de leur précédente tentative. Le premier de cordée grimpe sans sac. À chaque relève, il fixe une corde qui, systématiquement, sera récupérée par le dernier grimpeur.
marbre. Jean Afanasieff et Guy Habert essayent de trouver le sommeil. « 450 mètres les séparent encore du sol. 450 mètres qu'ils devront franchir dans de très mauvaises conditions atmosphériques. Ils partent sans matériel au bivouac et avec un équipement technique d'escalade minimum pour réaliser l'aller-retour du sommet du bivouac dans la journée. Contrairement à ce qu'ils pensaient, les difficultés liées à l'escalade ne sont pas terminées. Au vent s'ajoute un mur surplombant de 40 mètres. Regardez ce qui suit. Cela se passe brutalement. Invitons à lâcher. Décembre, 16 h. Vicky Fitzroy 79 est au sommet. Jean Afanasieff, de nouveau, c'est le pied. On a pu mesurer dans ce film à la fois la verticalité du Fitzroy, et puis aussi ce film est particulièrement impressionnant et émouvant. Il est impressionnant par les conditions extrêmes dans lesquelles l'expédition s'est concrétisée, et puis il est impressionnant par la violence des éléments qui sont déchaînés. Il est émouvant dans la mesure où il rend bien compte de la détermination qu'il a fallu avoir pour arriver au bout de ce projet. Et cela est une expérience humaine incroyable. Et là, on peut commenter cette... Oui, le film paraît mauvais en fait, mais parce qu'en fait, il a été tourné en analogique, c'est-à-dire que maintenant, plus personne ne fait ça, puisqu'on a des appareils numériques, mais on était obligé d'avoir une caméra qui était lourde, déjà, 16 mm, même si ce n'était pas une 35, mais déjà, la caméra, c'était déjà lourd. Et puis surtout, on avait un sac de pellicule, on ne voit pas trop bien dans le film, d'environ 25 kilos. Alors, simplement, le problème, c'est que on a ce film, on a gardé ce film, la pellicule, mais aujourd'hui, on ne peut plus projeter des films analogiques. Et donc, le passage de l'analogique au numérique rend le film très flou et assez mauvais. Alors, cela étant, ça lui donne un côté un peu vintage
et bon, une certaine poésie qui se dégage des images parce qu'elles sont floues. Et bon, c'est un peu dommage aussi. Voilà. Voilà, en tout cas, c'est un document exceptionnel hein, qui rend bien compte de ce qu'étaient les conditions des ascensions à cette époque qui n'est pas si lointaine, hein, puisqu'il n'y a même pas si longtemps. Tu veux dire un petit mot, Bernard? Il est éteint, je pense. Vous m'entendez là? Oui. Oui, donc j'ai eu la chance de pouvoir participer à une expédition sur le Fitzroy, organisée à l'époque par le Club alpin de Marseille. Alors c'était un an avant, enfin pour Jean Fabre et Afanasieff, c'était en 79, c'est ça? C'était 10 ans avant. Ouais. Et nous, c'était en 1968, et même 67, parce qu'on est arrivé à la fin de l'année 67. Et alors, on verra peut-être dans un autre film les conditions actuelles d'accès au Fitzroy. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et contrairement à ce qui se passait à l'époque, il y a au pied du Fitzroy un village qui s'appelle El Chalten, qui est à peu près est devenu le petit Chamonix des Andes et de Patagonie. Bon. Donc il y a un village, il y a des lodges, il y a des restaurants, il y a des trucs. Quand on arrive du lac Vietnam, que l'on voyait sur une carte, pour arriver à El Chalten, il faut franchir le Rio Fitzroy, et là, il y a un pont. À l'époque, il n'y avait pas de pont. Voilà. Donc, à l'époque, comme le montraient très bien les premières images sur les pistes, là, avec les camions, là, on était vraiment dans une ambiance de Far West. Et pour accéder au pied du Fitzroy, il n'y avait qu'un seul moyen, c'était d'abord de franchir le Rio Fitzroy. On mettait des cordes fixes, etc. Il fallait passer à pied dans l'eau. C'était un peu compliqué. Et là, on arrivait sur le seul lieu habité de l'époque, qui était l'Estancia del Fitzroy, tenu par un dénommé Andreas Madsen, qui était un Norvégien, je crois, installé là depuis beaucoup d'années, et qui acceptait de louer des chevaux pour transporter tout le matériel jusqu'au camp de base. Donc il y avait déjà presque une semaine, voire 10 jours, on n'était pas du tout en train de grimper sur le Fitzroy, mais il fallait monter et installer le camp de base. La cabane du camp de base qu'on voit dans le film n'existait pas dans les 68. Donc il a fallu prendre des scies, des haches, couper des arbres et se construire une petite cabane. Ensuite, pour accéder au glacier, il fallait franchir plusieurs torrents. Et là, on a repris les haches et les scies et on a fabriqué un pont. Voilà. Ensuite, on est revenu parce que, en fait, le mauvais temps est revenu. Et quand le beau temps est enfin revenu à son tour, on s'est aperçu que le torrent avait changé de lit et avait emporté le pont. Bon. Donc, vous voyez, c'était toute une ambiance d'exploration. Alors, contrairement à ce qu'on voyait dans le film de Jean Fabre, le camp de base avançait sur le glacier là-haut. On ne l'avait pas installé avec les fameuses tentes cabanes. Hein, voilà. Et nous, on avait choisi une solution qui, depuis, a été très, très, très souvent choisie, qui est celui de creuser une grotte de glace dans un bout de glacier un peu vertical. Et on s'était aménagé comme ça, une grotte,
avec 4 ou 5 pièces, des petites étagères pour mettre les provisions, etc. Et avec une précaution élémentaire qui était de mettre des grands mâts à la sortie de la grotte, parce que au bout du premier orage, tout était recouvert de neige. Et je sais que dans les années 80, il y a un groupe d'Espagnols qui n'a jamais retrouvé sa grotte de glace, avec tout le matériel, et ils ont dû renoncer. Donc, tout ça pour dire qu'on était vraiment dans une sorte de Far West qui donnait, il me semble, un piment assez essentiel au Fitzroy et aux ascensions sur le Fitzroy. Alors, il se trouve que nous, on a tenté une voie, on n'a pas réussi, mais au cours de ce séjour, on a passé presque un mois, là, presque ça. Quand il y a eu des grosses périodes de mauvais temps, on a fini par redescendre chez Madsen, dans son estancia, et à attendre qu'en fait, il fasse beau. On est descendu voir s'il y avait du courrier en provenance de Rio Gallegos. Et il se trouve que moi, j'ai été invité par Madsen et qui m'a dit, écoute, viens, ce soir, il y a une grande fête dans une estancia un peu plus loin, donc qui était à 100aine de kilomètres, dans la Pampa. Et donc, j'ai passé une soirée dans cette estancia. Et là, je me suis aperçu que tous les invités étaient arrivés sur des petits avions, parce qu'ils arrivaient de toutes les autres estancias qui étaient à des centaines de kilomètres. Ça, c'était l'ambiance de la Patagonie. Et puis l'autre détail qu'on voit très bien dans le film, c'est qu'il y a un acteur dans les Andes et de Patagonie auquel on n'échappe pas, c'est le vent. Donc c'est des vents qui viennent de l'ouest, qui viennent du Chili, etc., et qui peuvent atteindre des vitesses qui sont intenables. Et donc on a eu, à la fin de notre expédition, on a pu aller tracer quelques nouvelles voies sur l'aiguille Guillaumet. On a fait la face est du Guillaumet. On a passé la tête à la crête et on a senti qu'en fait, on ne pourrait pas tenir sur la crête. Et donc, hop, on est redescendu. Voilà. Merci. On va peut-être repasser. On va reparler de toute façon après la diffusion du second film pour bien montrer la différence entre les ascensions d'aujourd'hui, enfin, en tous les cas, plus récentes, et les changements qui sont intervenus au niveau non seulement du climat, mais aussi du matériel, etc. Donc, on va peut-être passer la parole à La phase suite dans un climat moins furieux, peut-être. Bonsoir. Juste une petite précision, c'est pas un film, c'est une vidéo. Hein. C'était tourné avec les premières caméras numériques. C'était une petite vidéo qui est destinée à être sur Internet, sur une chaîne YouTube qui s'appelle TV Mountain, où en fait je mets plein de vidéos d'itinéraires. Donc c'est plus une vidéo qu'un film. Voilà. C'est des images. Voilà, c'est des images. En tout cas, je tiens à remercier David Audemont de sa présence et de nous avoir permis de publier, de diffuser cette vidéo qui va bien montrer la distinction entre la face nord et la face sud, mais aussi avec les conditions dans lesquelles ces ascensions ont pu être réalisées. Juste un petit détail dans le film, vous remarquerez que à l'époque, en 79, certains grimpeurs grimpaient sur le Fitzroy sans casque. Oui, enfin, c'est vrai que le casque était mal vu à l'époque. Et donc, c'était les coureurs qui mettaient le casque. Il fallait montrer qu'on était courageux. Et puis, les casques étaient lourds aussi, je dois dire. Un dernier point quand même, parce que là, on parle beaucoup de la traversée des Rios. Et comme vous le savez, bon, il y a une aiguille du Fitzroy qui est l'aiguille Poinsno. Et parce que Poinsno, qui était un compagnon de Terré lors de
la première assassinat du Fitzroy s'est noyé en traversant un torrent. Mais bon, dans mon livre, je suis très circonspect sur cette prétendue noyade, parce que quand on relit, parce que le seul témoignage qu'on a, c'est là-dessus, c'est celui de Lionel Terré dans Les Conquérants inutiles, il y a 3 phrases, parce qu'il était juste avec Terré, ils étaient allés reconnaître la voix, et puis, bon, Terré dit mon compagnon se noie. Il n'y a rien, il ne dit pas s'il est mort d'hydrocution, s'il a été emporté par le courant, s'il lui-même a essayé de lui lancer une corde ou de plonger pour le sauver. Mais je trouve que c'est assez curieux. Alors, il n'y a pas eu non plus de constat de la gendarmerie argentine. Il n'y a pas eu non plus vraiment de photos. Et puis il y avait un médecin qui s'appelait le docteur Azema, qui était présent dans l'expédition. Et il n'y a pas eu non plus de constat du docteur Azema. Donc quelque part, donc c'est pas que je veux faire, mais essayer de créer des histoires des années plus tard. Mais je suis un peu étonné de cela. Et je me demande ce qui s'est vraiment passé à cette occasion. Blaise Agresti n'était pas né pour mener l'enquête sur le compte du PGH. Je crois me souvenir que, alors, c'est pas dans le livre de Terré, mais ensuite, dans tous les récits qui ont circulé, et en particulier la Estancia Mat, on a beaucoup parlé de la mort de Poissonneau. D'après ce que j'ai compris, les Français avaient, il fallait traverser à pied, donc, le Rio de las Vueltas, et là, ils avaient installé une corde fixe entre les 2 rives, et les alpinistes passaient en se mousquetonnant avec un baudrier sur la corde fixe. Voilà. Et donc, je crois que les Poissonneaux, ils devaient avoir un gros sac, il était bien attaché, bien. Il a commencé, il a glissé sur une pierre dans le truc, il est tombé en fait dans l'eau, et là, il s'est mis à essayer de se dégager, et à ce moment-là, l'une des extrémités de la corde fixe a cédé, il a tiré. Et il s'est mis à descendre avec son mousqueton le long de la corde, comme ça, emporté par le courant. Et le mousqueton s'est coincé dans le nœud de la corde au bout. Voilà. Et donc, en fait, il s'est retrouvé en train de se noyer. D'accord. Et maintenant, on va passer à la voix de Terré et Magnon, revisitée par David Lepan. C'est la sortie par la variante argentine. Coucher 11h, lever 2h du matin. Après un bon petit déjeuner, c'est le départ de nuit pour le Fitzroy.
On attaque le couloir de mix qui mène à la brèche des Italiens de nuit. Tu me fais plaisir. De la brèche des Italiens, on aperçoit tout le cirque du Cerro-Torre avec en premier plan l'aiguille de la Desmachada. De la brèche, une pente de mixte, puis une selle neigeuse nous mène à la première longueur de l'amour. Et maintenant, c'est parti pour 15 superbes longueurs en granit que nous avons eues, nous, en bonne condition, ce qui n'est pas toujours le cas. Mon bobo. Alors, Petit réglage de la première longueur. Rockman machin. et Rockman poignet là. Ouais, ça va aller bien. Un claque en dessous, quoi. Ah ouais. Ça fait, faut que ça se record, quoi. Faut que ça filme. Ouais. Ça filme là ou pas? Ouais. Oui. Tu fais gaffe à pas me... Tu me tiens pas, moi je suis une fesse sur la neige. Tu te tiens pas à moi. T'as pas pris le marteau. deuxième longueur. Donne-le-moi, Noël. Toi, t'as descendu là. Ouais. Vas-y, viens, on va partir. Viens. 2 secondes. Oh, c'est bien le film, c'est les deux, je sais. Non mais faut qu'il arrive là, si je me bats et ça tire. Lui, il se met sur la neige. Ah oui, non. Donc en gros, cette deuxième longueur en libre. On redéfinit le livre. Ah. Mon bobo, toujours que ça frontale. Voilà. Tout à l'heure.
Où ça va, Nawel? Super. C'est bien ami. Reste quelqu'un, hein. Appelle. Bon, ça va, Bobo? Que c'est derrière des choses. Non, mais il va me donner. Je vais partir sur le boulot. Mais la général, ça te coupe les bras, t'es comme ça, t'as plus de circulation. Ouais, t'es trop musclé, tout ça, t'as trop de muscles sous les bras. Je pense pas. Ça va? Fait froid la Patagonie, hein? Putain. Vas-y. Descends, hein. Descends. Ça, c'est pas bon pour ici. Pour la pente terminale de 150 mètres qui mène au sommet en neige et en rocher facile, on a ressorti les crampons et les grosses chaussures.
Il est 6h30, on est au sommet, il fait grand beau, il y a juste un petit peu de vent. On a tous les deux une pensée pour Yann qui est à Chamonix et qui nous a donné le coup de pouce nécessaire pour réaliser cette ascension. Et maintenant, il faut descendre. Nous ferons la première partie des rappels de jour, l'autre moitié de nuit. Après une petite pause de 2 heures à la brèche des Italiens, nous arrivons au pied du couloir vers 7-8 heures du matin. Il fait toujours grand beau, et nous retournons au Passo Supérieur, puis à Rio Blanco et enfin à Chaltén. Et à Chaltén, dans la vallée, la vie reprend son cours. Bobo s'installe à la chocolateria où il fait office d'apprenti cuisinier avec la belle Mandy. Quant à moi, je repars pour Calafate où un superbe assado m'attend au refuge de la Cueva, chez Jorge Lemos. Bien, eh ben, merci à David et à TV Mountain de nous avoir permis de voir combien les conditions avaient changé en quelques années, puisqu'il y avait Yann et Gisèle Hammer à Chamonix pour monter aussi. Et les conditions étaient différentes, tant sur le plan du climat, là, qui semblait plus paisible, que sur le plan historique. Puisque la première ascension, telle qu'elle nous l'a décrite Jean tout à l'heure, était une ascension réalisée dans un pays en révolution. Alors, quelles étaient les conditions de la réalisation? Pourquoi cette ascension de la face sud? C'est un peu ce qu'a dit Jean tout à l'heure. Le Fitzroy, c'est une montagne un peu française. Donc nous, on avait envie d'aller là. Au début, on était là-bas pour faire le Cerro Torre, ça n'a pas marché. Et on s'est rabattu sur la franco-argentine. Donc là, c'est une voie, c'est une variante argentine dedans, mais bon, c'est la classique de ce côté-là. Et en fait, nous, on ne devait pas le faire, mais il n'y avait pas de météo là-bas, donc nous, on n'allait pas se lancer dans l'ascension comme ça. Et en fait, j'ai eu l'idée d'appeler Yann Kisain-Danner avec Chamonix. Alors à l'époque, c'était des radios, il n'y avait pas le téléphone à Chaltén, mais bon, ça marchait pas mal. Et j'ai appelé Yann, et il m'a dit, écoute, il y a un créneau de 3 jours, si vous partez demain, c'est bon. Et ce qui était marrant, c'est qu'on l'a dit, il y a un guide argentin qui est avec nous, là. C'est un guide de charme et un guide argentin. Et quand le soir, on était à une fête dans le village, je lui ai dit, bah, écoute, demain, il y a un créneau de 3 jours, là, c'est la météo de charme qui vient de nous le dire. Si tu veux, tu viens avec nous. Et en fait, il ne nous croyait pas, parce que là-bas, la météo, ça n'existait pas encore. Et puis, ça a fonctionné. Voilà. Donc, nous, on est un super créneau, sans vent, très peu de vent, beau temps, et la montagne en bonne condition. La distinction entre la face nord et la face sud, c'est sur le plan technique que ça se pose ou sur le plan climatique, parce que les vents ne sont pas dirigés de la même façon? Non, je pense qu'il n'y a pas trop de différence, sauf que leur face, leur voie est beaucoup plus longue. Et nous, je crois que je ne me rappelle plus, elle doit faire 600 mètres, 600 mètres. Alors qu'à l'heure, je sais pas, 1008, c'est ça, non? Oui, c'est 1700 mètres. C'est la plus haute paroi de la Patagonie, la face nord. Voilà. Donc, et vous, la face sud, la voie de terre, c'est effectivement 600 voilà, mètres. Avec toute une partie en mixte pour un jusqu'à la selle neigeuse, ce qui n'est pas trop dur. Et, oui. Alors bon, on voit bien, on a choisi ces 2 films pour bien montrer la différence. Bon. Alors d'abord, effectivement, le climat. Bon, vous étiez constamment du vent, des tempêtes ou des chutes de neige, enfin bref, voilà. Tandis que là, bon,
c'est manifestement un beau temps absolu. Il n'y a pas d'angoisse parce que vous savez que le beau temps va tenir. Il y avait des prévisions météo déjà, donc c'était pas le cas nous à l'époque et celle de Bernard non plus. C'est-à-dire que la seule manière qu'on avait d'essayer d'un peu prévoir le temps, c'était l'altimètre. L'altimètre, c'est pas fait en principe pour prévoir le temps, mais quand les pressions montent ou les pressions baissent, que ce soit sur l'altimètre. Et quand les pressions montaient, parfois l'altimètre, on se disait, bon, allez, on va peut-être avoir une accalmie. Mais à notre époque, alors d'abord, on ne pouvait pas prévoir le temps, et puis deuxièmement, le temps était épouvantable. Il y a combien d'expéditions, parmi les meilleures, n'ont rien pu grimper en Patagonie, parce que ils n'avaient pas un jour de beau. On a eu une matinée, tout est pour tout, de belle, et puis c'est tout. Donc, alors on s'est forcé à grimper dans le mauvais temps, dans la tempête, et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'on a pu arriver au sommet. Mais c'est intéressant de voir la différence entre. Pourtant c'était en 79, soit c'était en 2002, et là les choses avaient vraiment déjà changé. Et puis aussi alors on voit aussi la différence dans le matériel, puisque on grimpe en chaussons, alors que dans notre film on grimpe avec d'énormes chaussures. Moi, surtout à l'époque, c'était les chaussures RD. C'était lourd, c'était du cuir. Bon, et vous grimpez en chaussons. On voit aussi les freehand qui n'existaient pas, alors que les freehand en granit, ça aide considérablement à grimper, alors que nous, on pitonnait, voilà. Donc le matériel aussi a considérablement changé. Bon, c'est pour ça que j'ai tenu à ce que ce soit ces deux films opposés, puisqu'en plus c'est les deux faces opposées. Mais on voit bien aussi que là, la question du climat importe assez peu. L'important c'est qu'il fasse, l'important, au contraire, ça importe beaucoup. L'important c'est qu'il fasse beau, peu importe qu'on soit du côté du soleil ou pas du soleil. À l'époque, nous on était en face nord, donc on aurait dû avoir le soleil, on n'a jamais eu. Voilà. Bien, écoutez, voilà. Ce qui frappe dans les conditions telles que vous avez décrites et telles que vous les avez filmées, c'est le risque que cela suppose. Et comment vivez-vous ce rapport au risque? On a l'impression que tous les risques étaient pris en 1979, alors qu'ils semblent peut-être plus maîtrisés quelques années plus tard. Oh, oui, enfin, il y avait plus. C'était plus compliqué essentiellement à cause du mauvais temps, voilà. Mais pour le reste, après, il y a aussi là, je pense que la variante argentine, la voie terrée, ça fait 600 mètres, et pendant 600 mètres, c'est plus vertical que la face nord du Fitzroy, où c'était des rosseaux. Et il y a même une partie de névé au milieu. Enfin, cela étant, c'était plus engagé parce que c'était plus compliqué à descendre en face nord du Fitzroy. On était au sommet, et quand on était au sommet en pleine tempête, on avait pensé, s'il avait fait beau, redescendre justement par la voie terrée, parce qu'on savait qu'elle était moins longue, et on savait que c'était plus facile pour les rappels, parce que c'était 600 mètres de verticalité, et ça. Mais bon, dans le mauvais temps et tout, c'était impossible de trouver la voie terrée, donc on a préféré redescendre par la voie qu'on venait de gravir. Mais c'est redescendre 1700 mètres en rappel, c'est long. Et une journée. Ce qui est frappant dans vos témoignages, c'est à la fois dans celui de Jean, le désir de vaincre, notamment du chef de cordée, et puis dans le témoignage de Bernard, c'était sinon l'art du renoncement, du moins l'urgence du renoncement dans les conditions extrêmes. Oui. Donc, dans notre tentative en 68, là, au bout de 15 jours et 3 semaines à essayer de mettre les cordes fixes et d'atteindre le sommet, on a compris qu'en fait, c'était fichu. Et donc, on est redescendu. Voilà. Mais bon, ça, c'est cosas patagonicas. C'est. Et je pense que les dernières images
du deuxième film, là, qui se passe dans un bar à El Chalten, montre bien, en fait, la différence d'ambiance qu'il y a pu y avoir entre 68, 79 et aujourd'hui. Et ça. Mais il faut bien voir que ce qui a changé, c'est en bas. Il y a des routes, il y a des ponts, il y a un village, il y a des hôtels, il y a des... Mais il y a une chose qui n'a pas changé, je pense, c'est les conditions là-haut. Ça, c'est... Tu parlais, en fait, du risque qu'on prend dans ces parois. À ma connaissance, le sauvetage en parois là-haut, ça n'existe pas vraiment. D'autant que s'il y a de la tempête, il y a du vent, donc on ne peut pas venir nous chercher. Non, je pense que ça reste une montagne engagée. Ouais. Alors simplement pour effectivement le secours en montagne là-bas, bon, même aujourd'hui, alors de temps en temps ils prennent bien des hélicoptères, mais le sommet du Fitzroy, on n'a jamais pu atteindre, sauver des gens qui étaient en difficulté, pour l'instant, avec des hélicoptères. En revanche, moi, lorsqu'on est allé au Cerro Torre, essayer de répéter la voie maestri, la voie de l'italien qui est si fameuse, et qui est la plus célèbre de toute la Patagonie, et j'oserais dire une des plus célèbres du monde, parce que c'est une histoire rocambolesque avec cet homme qui est revenu 20 ans après se venger sur cette montagne. Donc on avait essayé de gravir, malheureusement, bon, on n'a pas eu le temps qu'il fallait, mais l'un de nos compagnons s'était blessé en rappel, sa jambe avait été cassée, et par des blocs de glace qui tombaient du sommet. Et donc, on était allé chercher les secours. À l'époque, c'était plus la dictature, heureusement, la démocratie était revenue en Argentine, et donc l'armée a accepté de nous monter avec un hélicoptère pour essayer de le secourir. Mais là, je dois dire que, alors, surtout, c'était des vieux hélicoptères russes, achetés aux Russes. Alors, je suis monté dans cet hélicoptère, je dois dire que là, les dangers étaient beaucoup plus importants que le Fitzroy, parce qu'en fait, alors, il se posait, il volait 5 minutes, et puis après, nouvelle rafale de vent, donc on se posait à nouveau. Et finalement, par petits bonds, comme ça, on a réussi à arriver jusqu'au blessé et à le transporter après à l'hôpital. Voilà. Mais ça reste, malgré tout, comme tu dis, bon, le temps a changé, mais pour autant, malgré tout, les rafales de vent sont telles que là-haut, les secours sont impossibles avec les hélicoptères. Alors, ce que je me demande, c'est comment, à l'époque, parce que pourquoi Saint-Exupéry, pourquoi Guillaumet, comment l'aéropostale arrivait à passer au-dessus en avion, avec ses petits avions. Certes, Guillaumet a failli rester, mais je me demande comment, parce que ça me paraît, vu que même aujourd'hui les hélicoptères les plus sophistiqués ont du mal et c'est dangereux, comment à l'époque, Mermoz et compagnie, et Satex aussi, arrivaient comme ça à survoler ce massif. Voilà. Oui, sans hauteur et sans GPS, etc. En tout cas, toutes ces conditions extrêmes supposent une dynamique dans le groupe. Donc, comment se constituent les cordées et comment après s'organise la vie? Parce que cela suppose à la fois une technique qui soit à peu près la même pour l'ensemble des compagnons de cordée, et cela suppose aussi une confiance terrible à la fois dans le chef de cordée et une confiance entre les membres du groupe. Spécialiste des compagnons de cordée. On dit ça parce que bon, moi je sais pas, c'est pas le problème. Je sais fait n'importe comment, mais les cordées, voilà. Enfin oui, il y avait un chef, c'était quand même Jean Afanassieff. C'est grâce à lui, je dois dire, au risque inouï, il a pris à la fin de la voie qu'on a réussi Fitzroy. Mais bon, voilà. C'était lui le leader. En 68, l'expédition a été organisée donc par le club alpin de Marseille, et c'était sous l'impulsion d'un grimpeur marseillais qui à l'époque était le grand grimpeur de Marseille, qui était François Guillot.
Voilà. Et donc, il a été le chef d'expédition, et c'est lui qui a constitué cette petite équipe, hein, et qui ensuite a proposé à la Fédération de la montagne de l'époque d'en faire une expédition nationale. Mais au départ, c'est parti par un grimpeur, François Guillot, qui a décidé de monter son équipe et ensuite d'en faire quelque chose d'un peu plus officiel. Et il faut toujours qu'il y ait au départ quelqu'un qui dise « je rêve d'aller au Fitron ». David, dans ton expérience, est-ce que ce type d'ascension, c'est un exploit sportif ou une aventure humaine avec des amis? Pour nous, c'est un peu comme Chamonix en fait. Hein. Il y a un village, c'est bas déjà, c'est en altitude, hein, c'est dans les 3400. Et ensuite, nous, on est au village, on monte au camp de base en 2 heures. Et après, en fait, c'est un peu comme faire une course à Chamonix. Hein. Il n'y a pas d'altitude. Nous, on avait de bonne météo, donc il n'y avait pas de souci. Et puis après, c'est une équipe de copains, voilà. On était tranquille. Il n'y a pas eu trop de soucis. Et la voie, c'est une voie qui se faisait. De temps en temps, vous avez vu, il y a des cordes fixes, il y a des relais en place. Donc il n'y a pas trop d'engagement. Et pas trop de préparation, puisque finalement, ce sont des voies qui sont connues, alors que là, en 79, dans la voie Afanassiev, il y avait tout était à inventer, peut-être. Ah oui, puis c'était une première. Voilà, on ne pouvait pas savoir ce que la paroi allait nous réserver. Alors je peux dire que aujourd'hui, cette voie, la voie qu'on a faite, c'est presque devenu, elle est plus fréquentée, plus escaladée que la voie terrée, qui était considérée à l'époque comme la voie normale. Mais c'est notre voie qui est peut-être plus facile d'accès, je ne sais pas, qui est la plus où il y a le plus de grimpeurs, voilà. Voilà, bon, peut-être des questions. Et comment voyez-vous l'évolution des techniques modernes avec, là, on a couronné hier le livre de Benjamin Védrine, Solitude, où il fait part des conditions dans lesquelles il prépare ses expéditions, avec un coach sportif, un coach mental, un lecteur, un vidéaste, etc. C'est le mode dans l'histoire. Pour nous, c'est de la science-fiction, c'est des années-lumière de ce qu'on a vécu. Et ni coach, ni rien du tout. Voilà, ni préparation physique. Et d'ailleurs, bon, les Afanassiev, c'était pas du genre, d'ailleurs, en plus à s'entraîner. Hein. Bon, comme vous pouvez le voir, ils fumaient même dans la paroi, etc. Bon, ça n'avait rien à voir avec l'alpinisme d'aujourd'hui, où les gens s'entraînent en permanence. Donc, tu dis que le Fitzroy, pour toi, c'était pas plus qu'une escalade à Chamonix. Je pense que c'est dû au fait aussi que le niveau a très largement, le niveau en escalade s'est très largement amélioré. Et voilà, donc ça n'empêche pas que malgré tout, Jean Afanassiev, pour son époque, et Michel aussi d'ailleurs, étaient des alpinistes très forts. On faisait de mieux en escalade à l'époque. Mais bon, certainement pas de coach, pas d'entraînement, pas de gymnastique, rien du tout. Voilà. Voilà. Et pas de sponsor et pas d'éditeur. Et voilà. Et comment vois-tu, toi, l'évolution de cette pratique avec la recherche nécessaire de sponsors, d'exploits qui sont faits par eux-mêmes? Est-ce que c'est une évolution finalement normale? Normal, je sais pas, mais ça a toujours été un peu comme ça. Moi, je suis venu un peu l'alpinisme par René de Maison, qui déjà à l'époque était dans ses stratégies. Moi, ça me dérange pas. Chacun fait un peu comme il veut. Si on part du principe que la montagne est un espace de liberté, il faut accepter effectivement que chacun puisse s'y épanouir de la façon qui lui est la plus propice. Est-ce que vous auriez des questions à poser à nos invités?
Alors, est-ce que vous avez envie de partir en Patagonie et de devenir vous aussi les rois de Patagonie? Hein, on peut peut-être dire un petit mot du roi de Patagonie. Il y a peut-être une question d'Antoine de Toulouse. Tu peux en dire un mot d'Antoine de Toulouse? Comment? On ne sait pas, mais c'est trop vite. Ah, c'est eux? Ah, oui. Non, moi, enfin, à propos donc de la préparation et tout ça, je pense qu'en fait, toutes les méthodes de préparation des expéditions ont toujours été en fait les mêmes. Et ce qui a changé, c'est les moyens. À l'époque, en 79, en 68, on a fait aussi de la recherche et de sponsors. On s'est adressé à la fédération pour avoir de l'argent. Petzl nous avait prêté du matériel. C'était les premiers descendeurs fixes qu'ils avaient fait. Et donc, c'est pas. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'il est moyen de trouver des sponsors et des moyens financiers ont beaucoup évolué et sont peut-être plus faciles. Voilà. Avant de conclure, on pourrait demander à nos invités quels sont leurs projets de film ou d'écriture ou d'ascension. Moi, je bosse pour alimenter la chaîne YouTube TV Montagne, donc vous pouvez aller la voir. Il y a plein de vidéos de montagne. Et de très belles vidéos avec des images vraiment sensationnelles qui nous font rêver et qui nous incitent à méditer sur, à la fois, je le disais ce matin, la place de l'homme face à la grandeur de la nature. C'est tout à fait étonnant. Donc l'actualité Oui, alors une question là qui revient. Oui, alors, dites-moi. J'aurais peut-être une question. Indépendamment des moyens d'alpinisme, est-ce que vous trouvez que les raisons de grimper au Fitzroy ou ailleurs ont changé? Les raisons pour lesquelles vous faites aller? Est-ce que les raisons Les alpinistes, maintenant, ils vont là ou ailleurs, dans des trucs assez extrêmes, est-ce que ça a changé ou pas? Est-ce que les raisons de partir en montagne ont changé, ont évolué? Pour moi, personnellement, oui, j'ai pas envie de retourner au Fitzroy. J'ai vécu, non, mais parce que simplement, j'ai vécu une aventure où il y avait personne, où c'était la nature sauvage, etc. J'ai pas envie de retrouver Chamonix au Fitzroy. J'ai plutôt envie d'y retourner pour ça. De toute façon, je suis trop vieux maintenant pour le gravir, mais je ne veux pas gâcher les si magnifiques impressions d'aventure, de risque, de dépaysement que j'ai eues en retrouvant aujourd'hui des hôtels 4 étoiles, des jacuzzis, des spas, etc. Voilà. Ah, d'accord. Vous avez été en Châtel il y a 2 ans, mais ça n'a rien à voir avec Chamonix. Il n'y a pas de 4 étoiles, il n'y a pas de jacuzzi, il n'y a pas de l'anti-terrestre. Mais rassurez-vous, c'est pas Chamonix. On peut grimper ailleurs qu'à Chamonix. On peut grimper ailleurs qu'à Chamonix. Oui, on peut. Je pense que les gens s'en tirent, c'est des très belles montagnes. Hein. Je pense que le Cerro Fitzroy fait partie des belles montagnes du monde. Je pense. Et puis l'histoire française pour les Français. Non, simplement, moi j'ai un regret dans ma vie, c'est de ne pas avoir gravi, je n'ai jamais gravi l'Everest ni rien, mais il y a une montagne que j'aurais aimé gravir, je suis allé 2 fois, malheureusement 2 fois je n'ai pas pu la gravir, c'est le Cerro Torre. Parce que c'est une montagne extraordinaire de science-fiction avec au sommet un champignon neigeux, 2 fois le Dru avec au sommet un champignon neigeux, et puis une histoire extraordinaire avec César et Maestri.
Et donc, moi ça, c'est le regret de ma vie. J'espère que dans une autre vie, j'aurai l'occasion de revenir de se retrouver. Il y a eu d'autres succès. Et les succès, c'est des succès de librairie de Bernard Ami, là, qui a publié l'année dernière, ou il y a 2 ans, Compagnon de Cordée, et qui signera tout à l'heure ses œuvres à la Fontaine de Sillol. Donc, c'est une expérience très riche, hein, l'expérience montagnarde de Bernard. Donc, là, d'après ce que vient de dire Maurice, on revient sur une autre question qui est celle des motivations. Je pense que c'était un peu ce que vous demandiez. Là. Alors là, je peux vous dire que les motivations des alpinistes n'ont pas changé. C'est un peu toujours les mêmes. Si vous voulez, on peut, en sortant, aller se mettre sur un divan et essayer de comprendre pourquoi est-ce que les alpinistes prennent tant de risques pour aller vers leur sommet et sans doute fuir tous les problèmes qu'ils laissent en bas. Voilà. Donc je pense que pas mal de gens qui arrivent sur le Fitzroy, là-haut, ont laissé leurs problèmes à El Chaltén, et voire même chez eux en France. Voilà. Et je pense que, oui, pour dire que je pense que les motivations n'ont absolument pas changé. C'est une fuite ou une volonté de vaincre, hein. C'est au choix. Et le fait de grimper en solitaire ou de grimper en cordée, c'est aussi d'une motivation différente, c'est une expérience différente. Non, pas de suite. Il y en a qui grimpent en solo. C'était, je pense, Fanassef qui grimpait beaucoup en solo. Védrine, c'est aussi. Est-ce que c'est un état d'esprit différent? Est-ce que c'est une méthode différente? Une volonté de s'épanouir différemment? Alors là, je crois, bon, on va peut-être après cesser la conférence, d'ailleurs. Moi, ce qui m'intéresse, j'ai jamais aimé le solo, de toute façon. Je pense que je n'aurais pas eu de courage solo intégral. Et ce qui m'intéresse, moi, dans l'alpinisme aussi, c'est la corde. Parce que la corde, ça permet de découvrir. L'alpinisme, c'est une radiographie de l'âme. C'est-à-dire que face au grimpeur, face au danger, eh bien, on voit les vrais caractères qui se révèlent. Bien sûr, on voit les courageux et puis on voit les couards. On voit aussi les égoïstes et les généreux. Il y a une anecdote d'ailleurs assez intéressante, qui est vraie d'ailleurs. Dans une voie très difficile envers du Mont Blanc, les 2 alpinistes sont coincés, ils n'ont plus de vivre. Ils sont encore loin du sommet. Et puis ils fouillent dans leur sac pour voir s'ils ont de la nourriture. Puis il y en a un qui extrait 2 oranges, et puis malheureusement une orange lui échappe des mains. Et puis il dit à son compagnon, ah merde, ton orange. Voilà. Et donc ça a révélé quand même ce qu'était la nature profonde de l'homme. On le retrouve d'ailleurs, c'est la montagne, c'est pour ça, parce qu'après c'est difficile de faire la montagne et puis après de supporter la vie quotidienne, parce que c'est des impressions tellement fortes que, en fait, et qui permettent de découvrir tellement l'homme, pas simplement les rochers, qu'on a du mal après dans la vie quotidienne à vivre. Bon, moi, par exemple, j'ai vécu d'autres expériences professionnelles que la montagne, etc. Mais je n'ai envie d'écrire que sur la montagne. C'est très curieux. Voilà. Sur la montagne et sur ce qui se passe aux alentours de la montagne. Parce qu'il y a toujours dans les livres de Jean Fabre une connotation sociologique où il décrit finalement la vie dans les pays dans lesquels il grimpe, et c'est tout à fait intéressant. Donc avant de conclure, juste un mot sur vos projets, donc un prochain livre, Bernard. Un projet de livre, quand on aime écrire, on est toujours en train d'écrire. Donc je continue d'écrire, mais je commence à vraiment avoir envie de parler d'autre chose que de la montagne. L'évolution du télécom, par exemple. David, projet. Moi, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Regardez TV8 Montagne, TV Montagne,
avec les gens, un projet d'écriture? Ah bon, pour l'instant, non. Mais ce sera peut-être pas sur la montagne, mais sur mes ancêtres, les Chamonix. Voilà, ce qui est tout aussi passionnant. En tout cas, leur actualité, c'est la signature de leurs ouvrages, donc dans leurs stands respectifs, aux éditions du Mont Blanc, Catherine Destivelle pour Jean Fabre, à la Fontaine de Siloé pour Bernard Ami, et puis écoutez et regardez Stéphane Fontaine. En tout cas, je vous remercie de votre attention, et puis je voudrais vraiment remercier nos invités de nous avoir éveillés sur les conditions et les motivations de cette conquête de l'inutile qui se fait souvent à la recherche de soi-même et des autres. Voilà, merci.